bienvenue aux 77 participants, tous ceux qui y arriveront après ou qui regarderont en replay. Juste une présentation très rapide d'ITER. Nous sommes une coopérative de conseil en mobilité. On existe depuis 1978. On intervient partout en France sur tout ce qui touche à la mobilité de personnes, que ce soit sur la planification de la mobilité, dont les volets mobilité des PLUI dont on va beaucoup parler aujourd'hui, la contractualisation des offres de mobilité, dont des offres de transport, le partage de la voirie des espaces publics, donc des schémas de mode actif, des schémas de circulation, de stationnement, et un certain nombre d'outils et de formations dans ces domaines. Moi-même, je suis à ITER depuis un bon moment et j'interviens beaucoup sur la planification multimodale, mais aussi sur les modes actifs et la tarification billettique. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de la cohérence entre l'urbanisme et la mobilité. Donc on va prendre un petit temps rapide pour voir les liens qui existent entre l'urbanisme et la mobilité. On va voir que les liens vont dans les deux sens. On va voir comment la loi encourage ou progressivement oblige à prendre en compte ces liens-là et à assurer une cohérence. Et puis, on va regarder concrètement comment on peut essayer de s'y prendre pour atteindre cette cohérence. Mais avant, ce qui peut être intéressant, c'est de tenter de définir la cohérence entre l'urbanisme et la mobilité. Déjà, l'urbanisme, on pourrait retenir, il y a plein de définitions différentes, mais on pourrait dire, pour simplifier, que c'est le choix d'agencement des espaces sur un territoire. Et donc, la cohérence urbanisme-mobilité, pour nous, si on devait donner une définition, ce serait l'état recherché durant lequel les choix d'agencement des espaces et les pratiques de mobilité se renforcent mutuellement. Donc, ce n'est pas l'un qui est soumis à l'autre, c'est bien quelque chose où les deux se renforcent mutuellement. Et ça veut dire que c'est un idéal, on n'y est jamais. On cherche à s'en rapprocher, mais on n'y est jamais. C'est aussi un état qui est instable. On peut s'en approcher un moment, s'en éloigner un autre en fonction des décisions et des actions qui sont prises, et puis de l'évolution de la société aussi. Et puis l'autre élément important, c'est que c'est issu d'une convergence de deux processus d'action publique, un qui cherche à organiser l'urbanisme sur le territoire, un autre qui cherche à organiser les pratiques de mobilité. C'est très difficile de faire vraiment les deux en même temps parce qu'on est quand même sur des domaines qui sont différents. C'est des domaines différents, mais qui s'alimentent mutuellement. Par exemple, on sait que la mobilité crée la ville et structure le territoire. Si on regarde dans l'histoire, on sait que la création l'arrivée du chemin de fer, par exemple sur le territoire, a entraîné une structuration spécifique des concentrations, concentration des industries, des concentrations des habitats, des concentrations des emplois, etc. On sait que lorsque le métro est arrivé à Paris, on a eu un changement, on ne s'est pas retrouvé avec en gros les personnes les plus pauvres qui habitaient en haut des immeubles des mêmes quartiers, des personnes les plus riches qui, eux, habitaient plutôt au rez-de-chaussée. On s'est plutôt retrouvé avec une ségrégation par quartier parce que le métro permettait de créer des offres de mobilité. On sait aussi que lorsqu'on fait des infrastructures routières, automatiquement, on génère potentiellement des déplacements, mais aussi des créations d'habitats, d'activités, d'emplois. Donc ça, c'est peut-être une évidence, mais c'est quand même à avoir en tête. Et ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on crée des infrastructures, lorsqu'on a des infrastructures, que ce soit routières, ferroviaires ou autres, mécaniquement, on crée des frontières aussi pour les autres modes. Là, sur cette carte-là, une carte de Toulouse, on a dessiné grossièrement les axes sans même s'intéresser d'ailleurs aux boulevards périphériques ou autres, mais des simples boulevards urbains. On voit qu'en fait, sur ces axes-là, ça va être difficile de traverser à pied, on ne va pas pouvoir traverser partout. Des fois, ça va être un obstacle, y compris pour traverser en vélo. Ça va structurer l'offre de réseau. Donc, c'est à la fois des infrastructures qui permettent de se déplacer, mais qui, plus localement, peuvent créer des frontières entre quartiers. Et lorsqu'on est sur des axes qui permettent de passer ces frontières-là, en fait, on crée des nœuds et donc des endroits sur lesquels ça peut être intéressant
de travailler la concentration des services ou autres. Ce qu'on voit aussi sur cette carte, grossièrement en bleu, ben, c'est par exemple des parties du territoire qui sont mobilisées par le besoin de mobilité. Par exemple, le gros élément que vous avez ici en bleu, ben, c'est l'emprise ferroviaire. On voit que c'est aussi important qu'un quartier entier. Et ça aussi, ça crée des frontières parce qu'on est obligé de le contourner pour pouvoir se déplacer. Si on regarde en zoomant un peu plus, on voit aussi que lorsqu'on fait des infrastructures de mobilité, qui sont évidemment indispensables, on va les affecter à l'un ou l'autre des modes. Et on voit sur un outil qui est très simple à utiliser, qui est en ligne à Robians of Space. En fait, vous pouvez prendre une photo aérienne et commencer à colorier vous-même les espaces qui sont dédiés à chacun des modes. Et on voit là, sur une rue à Besançon, qui a été sur un article sur Internet, on voit les espaces qui sont consacrés aux voitures, aux piétons, sont beaucoup moins, aux cycles, presque rien, et les espaces restants qui finalement ne sont pas si importants que ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que lorsqu'on fait des décisions, lorsqu'on prend des décisions sur la mobilité, par exemple, des décisions en matière d'obligation de stationnement, de création de stationnement, on crée une contrainte sur l'économie de la construction, contrainte évidente parce que d'abord, le stationnement à créer, ça coûte. Si on le crée en infrastructure, ce qui est recommandé de plus en plus puisqu'on évite d'artificialiser les sols, ça coûte encore plus cher. Et c'est d'ailleurs un coût qui est assumé, qui fera partie du coût du foncier et qui fait que lorsqu'on a une voiture ensuite, ben, on a un coût de stationnement qui est déjà intégré, ce qui encourage un petit peu d'ailleurs à la mobilité. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que très souvent, les résidences elles-mêmes sont construites sur la base de l'espace qui a été nécessaire pour garer les voitures en dessous. Et donc, on assiste à des plans d'appartements, à des plans de bâtiments qui sont structurés à partir des fondations. Et les fondations, en l'occurrence, ce sont génèrent la structuration de ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà. À l'inverse, ce qu'on voit, c'est que l'urbanisme lui-même va créer des habitudes de mobilité. Alors, les éléments évidents, c'est si on a de la place pour garer sa voiture, on aura plus facilement une voiture. Mais ce qu'on voit sur ces éléments très schématiques, c'est trois types de territoires. Un type de territoire où en fait vous avez de l'habitat, des pôles qui sont dispersés entre eux, qui sont chacun reliés par une infrastructure routière, mais quelque chose on est obligé de passer par un pôle pour aller vers l'autre, etc. Il n'y a pas de structuration en axe. Mais typiquement, ça peut se retrouver sur des territoires en plaine. Ça va être particulièrement difficile de desservir ce territoire-là de façon efficace avec un réseau de transport. Ça sera difficile de le relier à vélo parce que les distances des déplacements vont automatiquement être relativement grandes, complexes potentiellement aussi à pied. Et évidemment, la voiture, dans ce cadre-là, va être considérée comme la solution idéale, même si elle n'est pas idéale pour la société et pour l'environnement. Si on regarde le deuxième type de territoire, où on voit des pôles qui sont plutôt alignés le long d'un axe, ben là, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus favorable pour créer une offre de transport collectif. Ça restera un peu moyen pour les vélos, parce que pour les vélos et les modes actifs, ben, ce qui est l'idéal, c'est des pôles qui sont concentrés entre eux, sur lesquels justement on peut répartir les rôles entre les déplacements en mode actif, les déplacements en transport. Et à l'inverse, sur quelque chose qui est très concentré, on aura des problématiques d'espace urbain qui vont faire qu'on sera obligé à un moment ou à un autre de contraindre la voiture. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on a des boucles de rétroaction dans tous les sens. Lorsqu'on travaille sur l'urbanisme et la mobilité, si on crée une nouvelle infrastructure de déplacement, on va générer de l'étalement urbain. Si on génère de l'étalement urbain, on va encourager à la séparation des espaces par type d'activité, avec des espaces qui vont être plus orientés sur le commerce et les activités de service, quand d'autres seront plus orientés, par exemple, sur l'habitat. Donc, automatiquement, on va créer un besoin d'augmentation de la mobilité et des distances parcourues, et on va se retrouver
avec des territoires qui vont dire « mais moi, je n'ai pas assez d'infrastructures pour assumer cette mobilité-là, cette distance. Mon territoire est enclavé, donc il me faudrait une nouvelle infrastructure. » Et ainsi de suite. Et ça, c'est une boucle qui n'est pas très positive et qui enclenche progressivement à la fois la dépendance à la voiture et l'accélération de l'artificialisation des sols. Alors, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que progressivement, on avait des plans de déplacement urbain, des plans de déplacement, des plans à l'époque des PLU ou des POS, si on parle entre anciens, sur lesquels les éléments étaient séparés. Et progressivement, on introduit une obligation de prise en compte mutuelle des éléments entre les plans. Donc aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on fait un plan de mobilité, on doit obligatoirement prendre en compte ce qui a été dit à l'échelle du schéma de cohérence territoriale, à l'échelle régionale du SRADET, à l'échelle aussi locale lorsqu'on a fait un plan climat. On doit être compatible avec ces éléments-là. Alors la compatibilité, il faut rentrer dans le détail de chacun des documents pour savoir ce qui est réglementaire, ce qui n'est pas, et quelle marge de manœuvre, quelle marge de liberté on a. Mais ça pose un certain nombre de problèmes parce que chacun de ces documents n'ont pas forcément la même temporalité. Ils ne sont pas à la même échelle de territoire, mais la temporalité, c'est vraiment un sujet qui est souvent assez complexe à gérer. Et puis, parfois, ce n'est pas fait par les mêmes types de compétences. Et on retrouve souvent ça, par exemple, sur les PCAET, où des consultants sur l'énergie vont écrire un PCAET et parfois rentrer beaucoup dans le détail de ce qu'il faudrait mettre en place en termes de mobilité. Et lorsqu'on se retrouve, nous, à faire un plan de mobilité, on peut parfois constater que les solutions qui sont proposées sont peut-être pas toujours réalistes ou pourraient être améliorées. Donc ça, c'est un élément parfois qui peut être un peu complexe. À l'inverse, le plan de mobilité, lui, génère un certain nombre d'obligations qui doivent être prises en compte dans le cadre du PLUI, notamment les obligations qui concernent les normes de stationnement. Alors, comment ça se passe au-delà de cette prise en compte aussi? La législation prévoit que lorsqu'on a terminé, par exemple, un plan de mobilité, on doit le soumettre aux personnes publiques associées. Par exemple, on doit le soumettre à toutes les communes, au département, à la région, au syndicat SCOT, à l'État aussi, évidemment. Et en fait, c'est cette consultation-là qui est censée garantir la cohérence en se disant, mais comment on va les consulter à la fin? On serait bien inspiré de regarder ce dont ils ont besoin au départ et de s'assurer qu'on a bien pris en compte les éléments. Souvent, par contre, le problème, c'est que cette consultation, c'est une consultation qui est formelle, qui est faite au moment où le projet il est ficelé et où il va bouger finalement qu'à la marge. On va essayer de prendre en compte les remarques autant que possible, mais ils vont bouger à la marge. Donc, c'est vraiment dans la méthode de ces différents documents qu'il va falloir chercher à associer tous ces acteurs vraiment en amont. Alors, il y a aussi un autre type de plan de mobilité qui s'appelle le plan de mobilité simplifié, qui est plutôt prévu pour des territoires qui ne sont pas des AOM ou qui sont des AOM qui ne sont pas soumis à l'obligation de faire un plan local de mobilité, un plan de mobilité, pardon. Bon, alors là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup moins d'obligations réglementaires, ce qui n'empêche pas d'utiliser le plan de mobilité simplifié pour aller alimenter ensuite les PLUI, les PCEAT ou le SCOT du territoire. Alors, tout ça, ça pose quand même la question de, bon, au-delà de ça, comment concrètement on s'y prend. Il y a différentes façons de s'y prendre. On peut travailler sur la planification. Les outils de planification, on les a vus en partie, mais on peut chercher à les élaborer ensemble. On voit de plus en plus que sur les PLUI, on retrouve des PLUI qui intègrent un volet mobilité. On peut travailler sur la gouvernance. On peut travailler aussi au fur et à mesure, lorsqu'on fait des investissements publics sur la mobilité, être attentif au volet urbanisme, ou lorsqu'on fait des actions, notamment des actions sur l'urbanisme, être attentif au volet mobilité.
Je vais revenir sur chacun de ces éléments-là. D'abord, le premier élément, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose où on construit le document ensemble. Hier, comme je le disais, on construisait les documents de planification un peu chacun dans son coin, sur des périmètres différents, sur des temporalités différentes. Donc, on arrivait parfois avec un PLU d'ailleurs à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de PLUI, mais un PLUI qui a été élaboré déjà il y a 6 ou 8 ans, mais donc qui est plus très frais. Donc ça pose des problématiques sur les prises en compte mutuelles aussi. Et puis finalement, on regardait en mobilité, on regardait l'urbanisme de loin, l'urbanisme, on regardait la mobilité de loin. Voilà. Aujourd'hui, la tendance, c'est d'essayer de faire tout en même temps. Et notamment, comme je le disais, des PLUI mobilité. On va voir avec Christine tout à l'heure un exemple de PLU mobilité, où on est sur des territoires qui sont proches, voire les mêmes territoires. On fait tout au même moment. S'il y a des questions de temporalité, c'est plus de temporalité interne à chacun des processus. Par contre, on raisonne encore beaucoup en silo. On est un peu trop chacun dans son coin. Et le système urbanisme mobilité, il est abordé, mais encore de façon timide, parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude assez de travailler ensemble. Et l'enjeu demain, c'est vraiment d'arriver à créer des documents qui sont élaborés sur les mêmes périmètres au même moment et dans un projet qui est coordonné, où on a la stratégie de l'urbanisme et de la mobilité qui vont s'alimenter mutuellement, même s'ils ne sont pas dans un document unique. Et ça pose plein de sujets. Ça pose des sujets de gouvernance, déjà, s'assurer que l'instance décisionnelle, c'est la même. Si on n'a pas les mêmes périmètres, si on n'a pas les mêmes acteurs sur la stratégie de mobilité et sur le PLUI, par exemple, ça va être malgré tout assez compliqué d'avoir quelque chose de coordonné. Comme je le disais, la temporalité, c'est un sujet qui est souvent important, notamment souvent quand on travaille sur les PLUI, en urbanisme, on travaille à un horizon de 15 ans, alors que le plan de mobilité est plutôt sur un horizon de 10 ans et il va être révisé au bout de 5 ans, donc ça reste un sujet. Et puis les questions d'échelle, d'articulation des échelles qui sont souvent très importantes à gérer. Alors comment on peut s'y prendre aujourd'hui pour essayer de travailler de façon coordonnée lorsqu'on travaille sur un PLUI qui inclut le volet mobilité, qui peut par ailleurs d'ailleurs inclure, et c'était le cas sur Blois, le volet habitat. D'abord, c'est à l'échelle du diagnostic. C'est vrai qu'au départ, on va faire des diagnostics qui ont tendance à être séparés, un diagnostic urbain, un diagnostic mobilité, un diagnostic habitat, un diagnostic sur les autres sujets du PLUI, mais il faut prévoir un moment où on va se dire, mais qu'est-ce que la mobilité, à l'étape du diagnostic, a à dire avec l'urbanisme? Qu'est-ce que l'urbanisme attend du système de mobilité à l'inverse? Quels sont les enjeux communs qui ressortent? Où est-ce qu'il y a du consensus? Où est-ce qu'il y a des frictions? Et ça, dès la phase du diagnostic, il faut pouvoir réserver du temps entre les différents métiers du conseil pour qu'on puisse échanger là-dessus. Ensuite, on va passer à l'étape du PADD. Là aussi, le PADD, pour nous, c'est un document qui doit être élaboré en commun. Même si, traditionnellement, on va dire, l'acteur principal du PLUI, évidemment, c'est la collectivité, mais souvent, c'est piloté plutôt au sein de la collectivité, c'est le service urbanisme qui pilote tout ça. Et en termes des différents AMO qui accompagnent la collectivité, c'est souvent aussi l'urbanisme qui a évidemment le plus de travail, le plus de budget et qui est un peu central. Donc c'est lui qui va faire l'essentiel du PADD, mais pour nous c'est vraiment important qu'il y ait une coécriture là-dessus et que le volet mobilité ait toute sa part dans le PADD et qu'il aille émarger aussi sur les sujets qui sortent purement de la stratégie mobilité. Ensuite, on va avoir tendance à se séparer un peu de nouveau, avec d'un côté l'urbanisme qui va travailler sur la déclinaison, le zonage, le règlement, etc. Un énorme travail, hein, c'est très important. Et nous qui vont avoir les consultants mobilité qui vont plus avoir tendance à travailler sur le plan d'orientation et d'action. Là, on va être un peu séparés un moment et il y aura de nouveau un travail de mise en cohérence à faire, de vérifier qu'on est en synergie
sur ces éléments-là. Et il y aura un document qu'il va falloir réellement écrire ensemble, c'est notamment la partie réglementaire du plan de mobilité, qui est constitué d'une OAP thématique mobilité, qui est souvent un document assez court, mais qui décrit les règles à respecter lorsqu'on crée de la voirie, notamment sur le territoire. Et puis le volet stationnement, qui est notamment constitué par les normes de stationnement qu'on va devoir affecter sur chacun des secteurs du territoire. Ces éléments-là vont permettre à la MO urbanisme, à celui qui s'occupe de l'urbanisme, de générer les OAP sectorielles. Et puis, en révisant une dernière fois le plan d'orientation et d'action et en s'assurant que tous les éléments sont en synergie, on va aboutir à la version finalisée du PLUI, PLUID ou PLUM. Et la question centrale qui est là, c'est qui assume le rôle de coordination. On va le voir tout à l'heure avec l'exposé sur Globalis. La coordination, c'est vraiment un sujet qui est absolument fondamental aujourd'hui et se pose la question de à qui on le confie, est-ce qu'on le fait en interne, qu'est-ce qui est le plus efficace. On peut recourir à plusieurs éléments lorsqu'on travaille sur notamment en phase amont du PLUI, et puis tout au long du PLUI, des choses qui relient vraiment l'urbanisme et la mobilité. Je vais vous parler en fait de deux exemples, la politique ABC et puis la démarche BIMBI. La politique ABC, en fait, c'est une méthodologie qui a été proposée aux Pays-Bas, qui a été expérimentée et qui aujourd'hui est un peu internalisée dans les documents et qui n'est plus réellement appliquée stricto sensu. Ça a été expérimenté en Suisse aussi. L'idée, c'est de classifier le territoire en fonction de la qualité qui est proposée par le réseau de mobilité, le réseau de transport, et puis, alors actuel et à venir, et puis de classifier aussi les types d'activités qui vont s'implanter pour dire que selon le type d'activité, on va plutôt les flécher sur une localisation où on va avoir une offre de mobilité alternative à la voiture qui va être très riche, ou à l'inverse, quelque chose d'intermédiaire qui va par exemple bénéficier d'une bonne accessibilité routière, mais aussi d'une accessibilité correcte, notamment en transport collectif, tandis que d'autres, ce que vous voyez sur la partie C par exemple, va se contenter d'une accessibilité routière suffisante. Bon, on pense par exemple à des enjeux logistiques ou autres. Alors, c'est vraiment difficile à appliquer tel quel, parce que si on applique ça de façon stricte, on va se retrouver mécaniquement avec des parties du territoire qui n'auront presque plus de développement proposé. Quelque part, on pourrait considérer que dans une logique de concentration et d'artificialisation des territoires, c'est plutôt vertueux, mais il faut être conscient qu'au niveau politique, c'est extrêmement compliqué à assumer dans l'organisation française. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant et pédagogique justement pour définir ensuite les différents zonages. Un autre exemple, c'est quelque chose qui est un peu plus en continu, c'est l'idée de proposer une densification à travers la division des parcelles et l'encouragement et l'accompagnement des personnes qui habitent dans des centres-bourgs notamment, pour accompagner leur projet de vie et proposer de densifier sur leur parcelle, de construire au fond du jardin pour à la fois accompagner leur propre projet de vie. Ça peut être de vendre une partie de leur terrain pour aller au moment de la retraite ou pour financer les études des enfants ou autres, des choses comme ça. Et d'accompagner ça en fait de permettre de créer une densification douce, on va dire, notamment sur les lotissements ou les cœurs villageois. Alors ça implique plusieurs choses. Ça implique un travail sur les normes, et entre autres les normes de stationnement, comme on va le voir, mais ça implique aussi une animation en continu, au-delà de l'élaboration des documents de planification, pour que ça soit réalisé. Mais lorsque c'est mis en place, ça peut être assez efficace en termes de création de logements, et ça peut être effectivement assez vertueux, puisque ça permet de densifier sur des espaces sur lesquels
les modes actifs seront plus faciles à utiliser et sur lesquels ce sera plus facile de desservir en termes de transport collectif. Mais ça implique par exemple un gros travail sur la confrontation des besoins de règles de stationnement sur ce qu'on fait en matière de mobilité ou d'urbanisme. Typiquement, nous, dans le monde de la mobilité, on va avoir tendance à considérer qu'on a besoin de l'espace de la voirie pour autre chose que du stationnement, notamment déployer des infrastructures de mobilité active, donc des vélos ou la marche, ce qui va nous amener à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul véhicule garé sur la voirie. Je caricature hein, mais en gros, c'est souvent ça. Et donc, en fonction de la qualité de l'offre de transport, notamment, on va proposer des règles de stationnement qui sont plus ou moins contraignantes pour les porteurs de projets. Et notamment, typiquement, lorsqu'on est dans un espace pavillonnaire qui va pas avoir qui va avoir une offre de transport très moyenne ou faible, en fait, on va tendance à imposer la création de 2 places de stationnement par parcelle. Bon, en fait, lorsqu'on travaille sur une logique de BIMBY, donc Building by Backyard, ce que je viens d'expliquer là, juste avant, et c'est ce qui s'est passé sur Blois d'ailleurs, on va se confronter à la problématique de la faisabilité de ça. Si on impose la création de 2 places par parcelle, typiquement, la logique que je vous ai présentée avant, on ne peut plus la faire parce qu'on est sur des parcelles qui vont être trop petites. Et on ne va plus pouvoir consacrer la parcelle au projet, à la construction, au jardin, etc. Et donc, il faut trouver un équilibre entre ça, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on réduit ou on supprime les normes minimum de création du stationnement, on rend plus viable les projets de densification. On facilite aussi les changements d'usage par exemple, si on veut en centre-ville pouvoir transformer un logement en bureau. On augmente en fait, on diminue la propension à acheter des voitures, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, etc. Donc forcément, à un moment, on oblige les gens à se poser la question de comment ils peuvent se déplacer autrement qu'en voiture. Et on augmente aussi, en densifiant, puisqu'on rend la densification possible, on augmente le potentiel de déplacement de proximité. Par contre, il faut avoir conscience que si on n'a pas de réelle alternative à côté, on va avoir du stationnement sur la voirie, ou alors il faut se poser la question de concentrer l'offre de stationnement sur une offre en poche ou une offre en structure qui va être commercialisée séparément ou pas commercialisée. Un autre outil, c'est de travailler sur le foisonnement. C'est-à-dire, lorsque, typiquement, si vous avez un cinéma et des bureaux, l'usage du stationnement qui est lié au bureau ne va pas se faire à la même heure que l'usage d'un cinéma. Et donc, si on arrive à porter les 2 projets ensemble, on va avoir la possibilité de mutualiser le besoin de stationnement et donc de créer moins de stationnement. Ça, c'est une possibilité. C'est difficile à mettre en œuvre de façon concrète, mais c'est quelque chose sur lequel il faut régulièrement travailler. Et il y a aussi la possibilité d'alléger les règles de stationnement, voire l'obligation d'ailleurs d'alléger les règles de stationnement si un certain nombre de dispositions sont appliquées, par exemple la mise à disposition d'un véhicule électrique avec une borne adaptée ou d'un service d'autopartage de véhicules propres. Un autre outil va être, il me reste 10 minutes, je vois, j'espère que, je ne sais pas Gaëlle quand est-ce que tu l'as écrit ça, mais... Non, il te reste 5 minutes, Jérôme. Ok, donc je fais rapide, mais je crois que je ne suis pas trop loin de la fin. C'est lorsqu'on réoriente les investissements routiers, lorsqu'on crée une piste cyclable, mécaniquement, on est obligé de retravailler le stationnement, on est obligé de retravailler les outils de circulation, et donc mécaniquement, on change aussi le cadre de vie, ce qui a un impact sur l'urbanisation. Et lorsqu'on travaille notamment sur la qualité de marche à pied, sur la qualité de déplacement à vélo, en fait, sur un même territoire, on peut rendre plus complémentaires les modes actifs et le transport. Sur ce que vous voyez en haut, on a un territoire qui est très peu marchable, avec un cadre de vie qui n'est pas facile, et c'est pas facile de marcher, c'est pas facile de faire du vélo sur ce territoire-là. C'est pour ça que vous avez en fait
du gris avec des pointillés qui est très proche des différents pôles, ben, on est obligé, lorsqu'on fait le réseau de transport, d'aller définir un nombre important de lignes. Et donc, en moyen égal, on ne peut pas déployer le même niveau d'offre, le même niveau de fréquence sur ces lignes. Lorsqu'on a une très bonne cyclabilité ou marchabilité, donc un espace public est bien adapté à ces modes-là, on peut se permettre d'espacer les arrêts, on peut se permettre de créer, de concentrer l'offre de mobilité, l'offre de transport, et donc de faire des offres de transport qui vont réellement être concurrentielles, notamment par rapport à la voiture sur les distances les plus longues. Ensuite, en fait, il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on intervient sur un quartier, sur un cœur de quartier, il faut se poser la question de comment on se déplace à pied sur ce quartier-là, comment on accède à l'arrêt de bus. Est-ce qu'avec des petites améliorations, on ne peut pas un petit peu changer les choses, rendre le réseau de transport plus accessible, et on va avoir de plus en plus ces sujets-là. Il faut quand même avoir en tête aujourd'hui qu'on a de plus en plus de zones à faible émission sur le territoire, mais au-delà des zones à faible émission, on va avoir aussi une mutation du parc automobile, et on peut s'attendre, compte tenu du coût de renouvellement du parc automobile, à ce qu'on ait potentiellement de moins en moins d'automobiles et donc de plus en plus de besoins de recourir à ces éléments-là. Je terminerai, et comme ça, effectivement, je serai à peu près dans les temps, par dire que, enfin, ça boucle un peu avec ce que je disais au début, une cohérence entre mobilité et urbanisme, en fait, ça ne marche que parce qu'on pousse d'un côté, puis on pousse de l'autre. C'est comme quand on fait du vélo, si on ne peut pas pédaler qu'à droite ou pédaler qu'à gauche, sinon on perd l'équilibre. Et donc, il faut travailler sur la régulation du déséquilibre. Il faut pas, on est toujours en déséquilibre à un moment ou à un autre, mais en faisant bien d'un côté, en faisant bien de l'autre, on arrive au bout d'un moment à un certain équilibre. Voilà pour ma partie. Christine, je te laisse la place. Bonjour à tous. Donc, je vais partager la présentation. Voilà, c'est bon pour vous? Oui. Parfait. Donc, je me présente, Christine Grécoire, je suis directrice des mobilités de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolis, qui a entrepris donc maintenant depuis 2016 de se lancer dans un PLUI avec un volet habitat et un volet mobilité. Alors, quelques mots sur la communauté d'agglomération de Blois. Elle comprend 43 communes, dont donc cela compte 108 000 habitants, dont 46 000 sur la ville de Blois. Donc, l'agglomération de Blois se situe dans le département du Loir-et-Cher, dont elle constitue à peu près un tiers de la population et 41% des emplois. Et elle est située, si on dézoome encore, au sein de la région Centre-Val de Loire. Donc, comme vous le voyez sur le petit schéma, entre les deux métropoles que sont Tours et Orléans, sur l'axe ligérien, donc environ à 60 km d'Orléans, 60 km de Tours. Et elle bénéficie aussi de l'attractivité économique du bassin parisien, puisqu'elle se situe environ à 180 km du bassin parisien. Donc, une forte présence de la Loire qui façonne ces paysages, qui lui donne une image de nature et aussi de patrimoine avec la présence des châteaux. Cette prédominance du paysage est aussi à l'origine d'un projet de territoire centré sur le paysage. Et donc, le PLUI est là aussi pour mettre en œuvre le projet de territoire. C'est un territoire aussi, un territoire multi-activités. Donc, l'agriculture est très présente, avec 50% des terres agricoles. Donc, dans les paysages, il y a d'ailleurs les paysages de Beauce aussi, mais aussi les paysages viticoles.
L'industrie est également présente, l'agroalimentaire bien sûr, mais aussi l'automobile ou la chimie, les cosmétiques, et puis bien sûr le tourisme également. Alors pourquoi cette démarche de PLUI avec un volet habitat, un volet mobilité? Tout d'abord, comme l'a dit Géraud, un document unique pour davantage de cohérence, associer le PLUI au plan mobilité et au programme local d'habitat. Mais aussi, et je crois que là, toute la présentation en est la preuve, parce que les sujets sont indissociables. Est-ce qu'on peut faire autrement aujourd'hui que de réfléchir sur la mobilité et l'habitat quand on réfléchit sur l'urbanisme et l'occupation des sols? Ça a semblé, notre président Christophe Debreuil a toujours insisté là-dessus, que c'était nécessaire aussi pour porter les enjeux de transition énergétique et écologique. En l'occurrence, là, le volet mobilité et le volet habitat accompagnent les ambitions du PADD, qui a formulé d'ailleurs ses objectifs en termes de nouveaux habitants, de logement, mais aussi de déplacement. Si je me concentre là sur les objectifs en termes de déplacement, c'est réaliser un déplacement sur 2 en mode alternatif à la voiture individuelle. Alors, l'organisation du projet, c'est un projet de longue haleine. C'est certainement la difficulté, mais on y reviendra tout à l'heure, puisque déjà, c'est un projet qui se situe sur plusieurs mandats politiques. Donc, il a été aussi possible pour nous, sur la communauté d'agglomération de Blois, parce qu'on a une vraie stabilité politique avec un président-maire, enfin un président, puisqu'on a un président et un maire qui sont différents, mais on va dire un binôme président-maire qui est en place depuis 2008. Et c'est vraiment un projet voulu et porté par le président de l'agglomération. Donc, il a débuté en 2016. Enfin, en 2016, on a dit qu'on y allait. 2017, lancement des diagnostics. Donc, bien sûr, on a travaillé, on peut dire plutôt en silo, un diagnostic urbanisme, un diagnostic mobilité, un diagnostic habitat, qui ont permis donc de formuler des objectifs dans le PADD en termes aussi de déplacement, en termes de logement. De 2019 à 2021, on a travaillé sur la production des documents, zonage et règlement. Alors moi, je suis arrivée en avril 2020, donc à peu près à ce moment-là, on travaillait sur la constitution de ce qui allait de ce qui forme d'ailleurs le plan de mobilité, c'est-à-dire à la fois un plan d'orientation et d'action, une OAP thématique déplacement et puis la règle du stationnement. Donc, je suis arrivée à ce moment-là, donc je n'ai pas assisté à la phase diagnostique ni non plus à l'ensemble des ateliers de concertation qui ont eu lieu en 2019, puisque 2020, on était déjà dans une situation un peu perturbée. Le projet a été arrêté à l'automne 2021. Il a ensuite été soumis aux partenaires publics associés. Actuellement, il est en phase d'enquête publique. Cette enquête publique se terminera le 24 juin. Donc ensuite on traitera avec le commissaire enquêteur les remarques et il est prévu donc une approbation à l'automne par le conseil communautaire. Donc un travail partenarial entre les communes et l'agglomération. Alors ce travail partenarial a été mené au sein d'un territoire qui a été découpé en unités géographiques, 5 unités géographiques qui sont illustrées donc, sur la carte sur votre gauche.
Et à chaque unité géographique correspondait un référent technique et aussi un référent élu. C'est au sein des unités géographiques que s'est tenue une bonne partie de la concertation. Un travail partenarial entre les services, mais ça je vais y revenir je vais plutôt le développer dans la slide suivante, qui a donné lieu à une coordination en interne. Alors en 2016, quand le projet a été lancé, l'ensemble des directions concernées, on va dire mobilité, habitat, urbanisme, étaient regroupés dans une direction générale adjointe unique, la DGA planification, aménagement et développement durable. Dans un même lieu aussi, parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'agglomération, on est des services mutualisés, ville et agropolis, donc on est vraiment présent sur plusieurs sites. Et on a un site spécifique, on avait un site spécifique pour cette DGA, donc qui permettait aussi physiquement de ne pas, peut-être d'éviter ce travail en silo. Alors au départ du projet, donc il y avait cette volonté de se faire, d'avoir des compétences en interne, mais aussi de se faire accompagner par un bureau d'études via une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc il y a une première consultation qui a été lancée avec un bureau d'études mobilité, un bureau d'études habitat et une mission de coordination qui avait été confiée donc en externe au bureau d'études qui détenait, enfin au bureau d'études principal sur le volet urbanisme. Alors moi, je ne l'ai pas connu parce qu'en fait, cette première expérience avec ce premier groupement n'a pas été concluante et en 2019, on est parti sur une nouvelle consultation pour une nouvelle AMO. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le bureau d'études de la coopérative ITER est arrivé avec Géraud pour prendre en main le volet déplacement. Et à l'occasion, donc en 2019, a été testée une nouvelle coordination interne avec non pas qui n'était plus confiée au bureau d'études, mais qui était réalisée, donc il n'y avait plus cette mission de coordination, mais qui était assurée par la chef du service PLUI HD, qui assurait donc à la fois ce rôle de transmission, de relance et de veille du planning entre les trois bureaux d'études, bureau d'études habitat, bureau d'études mobilité et bureau d'études urbanisme, et qui organisait les comités techniques pour assurer donc cette coopération de l'ensemble des services. Elle s'appuyait pour cela sur un référent qui était la chef de service du service habitat et un référent au niveau de la direction des mobilités. À l'époque, d'ailleurs, il y avait une vacance du poste de direction et donc Géraud a travaillé avec un chargé de mission pour constituer les différents documents. Alors j'ai pu, moi, mon expérience, alors je vais vous dire mon retour d'expérience et puis après celui plutôt de la chef du service PLUI HD. Donc moi, quand je suis arrivée, il a fallu m'approprier l'ensemble d'un travail qui était déjà en cours. Il était, pour ma part, hors de question de bouleverser ce qui avait été travaillé. Donc, je me suis vraiment inscrite dans le travail en cours et qui, en fait, me convenait bien. Je vais pouvoir vous le dire plus tard. Mais j'ai pu constater quand même qu'il y avait, c'est ce que Géraud a souligné, quand même qu'il était, malgré qu'on soit sur le même lieu, quand même qu'il était difficile de ne pas travailler en silo et que on travaillait en coordination, c'est-à-dire à l'occasion quand on était sollicité pour le faire, mais c'était quand même pas simple. C'est un peu aussi l'impression de la coordinatrice, puisque le dispositif, enfin l'ensemble du projet étant très lourd à mener,
cette idée le fait de ramener à certains moments clés les volets mobilité et les volets habitat pour les coordonner avec l'urbanisme, mais sans que cette interaction dont a parlé Géraud, cette co-construction, cette alimentation de l'un et de l'autre ne se fasse véritablement. Alors, point fort et point faible, on va dire, de cette démarche intégrée. Alors, cette même temporalité pour les documents de planification, on a un point de départ qui sera vraiment le même pour le PLUI, pour le programme local d'habitat et puis pour le plan de mobilité, mais par contre, en fait, des échéances différentes. 15 ans pour l'un, 10 ans pour notre plan de mobilité. Donc, à un moment, cette même temporalité, elle va prendre fin. Une procédure vraiment complexe et longue, qui est celle du PLUI, et d'ailleurs, rares sont les intercommunalités à avoir entrepris cette démarche et à avoir obtenu l'accord de l'ensemble des maires pour partir sur un PLU à l'échelle de l'intercommunalité. Mais alors, quand on ajoute aussi les volets habitat et les volets des mobilités, on alourdit encore cette procédure. Elle a démarré en 2016, elle prendra fin en 2022, en tout 6 ans. Et on se retrouve aujourd'hui, manifestement, avec un diagnostic qui est déjà en partie obsolète. Et d'autant plus, et ça on peut tous en témoigner, à une époque où tout s'accélère, où on est sur vraiment une incertitude qui est venue confirmer d'ailleurs toute la période Covid. Donc cette difficulté de l'action publique, d'avoir des temps en rapport en fait avec cette volatilité de notre contexte. Donc ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, une vraie difficulté réglementaire. Comment on fait pour faire avec ces procédures qui sont très longues et qui, quand elles arrivent à terme, sont déjà en partie obsolètes. Alors, point fort, prise de conscience des élus que les sujets mobilité, urbanisme sont complètement imbriqués. Alors, ce qui s'est passé, on va dire, sur la génération, enfin, les décennies précédentes en témoignent. On a eu ce développement, nous, sur notre territoire, de zones pavillonnaires en frange des communes qui allaient de pair avec le développement des réseaux et qui reposaient sur des coûts de déplacement faibles. Or, aujourd'hui, ce modèle n'est ni soutenable ni résilient, puisqu'il n'a pas pris en compte tous les coûts induits justement par l'éloignement et l'urbanisation des franges, les coûts induits en termes de services publics, amener les réseaux, amener du transport scolaire, amener les infrastructures, qui aujourd'hui pèsent très fortement sur le budget sur le budget des mobilités en termes, par exemple, de transport scolaire et puis de toute l'insatisfaction qu'on génère pour ces habitants qui habitent les franges sur lesquelles on n'a pas le droit à la mobilité est très difficile à mettre en place. Le transport collectif n'est possible que sur les zones denses. Ni soutenable en termes de transition écologique, et ni résilient à l'heure où les prix de déplacement sont en phase, augmentent et ne vont faire qu'augmenter. Donc là, il y a vraiment cette prise de conscience qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire sans penser, sans prendre en compte que les déplacements et l'habitat structurent aussi le territoire. Et ça, je pense que c'était très instructif pour nos élus, qui ont aussi du coup accepté d'aller sur cette démarche de PLU intercommunal. Mais en pratique, pour eux, ça avait énormément d'informations et forcément des sujets mobilité qui étaient plutôt traités à la marge. Alors, on a eu on a aujourd'hui notre plan de mobilité, il est constitué par 3 documents. Le POA, le plan d'orientation et d'action,
l'OAP et la règle du stationnement. Et c'est sur la règle du stationnement et sur l'OAP qu'on a vraiment pu travailler en coordination avec les autres services et où il y a eu cette interaction urbanisme-mobilité. Alors, elle s'est illustrée très fortement quand on a travaillé la règle du stationnement, puisqu'on avait, et ça Géraud l'a rappelé, des points de vue qui n'étaient pas forcément compatibles. On savait d'un point de vue urbanisme qu'on voulait renouveler les formes urbaines dans les centres-bourgs. Et pour cela, il fallait privilégier le stationnement sur l'espace public. Mais ça, c'était non compatible avec le point de vue des mobilités, qui était de libérer de l'espace public pour les modes actifs. Et même sur le point de vue mobilité, on n'était pas complètement clair, parce que dès lors qu'on peut amener enfin qu'on est sur des zones qui sont desservies pour lesquelles les déplacements modes actifs ou les déplacements de transport collectif sont possibles, on voudrait mettre aucune contrainte sur l'habitat. Donc là, on a vraiment eu des débats intéressants, mais qui au final, parce que le sujet est complexe, ont donné lieu à une règle compliquée qui est plutôt le résultat d'un compromis et qui aujourd'hui est, je pense, pas clair pour l'ensemble des élus et qui ont donné lieu à de nombreuses réunions techniques. Alors l'OAP aussi, pour en dire deux mots, l'OAP thématique déplacement a aussi donné lieu à une coopération, on va dire, entre les différentes collectivités gestionnaires de voirie, le département, les communes, l'agglomération, a donné lieu à des dialogues entre les services, la direction de l'aménagement de l'espace public, la direction des mobilités, la direction de l'urbanisme, et a aussi permis vraiment là de co-construire ces règles qui vont s'imposer ces règles qui concernent la voirie, par typologie de voirie et qui vont s'imposer pour les nouveaux projets. Alors, je terminerai en conclusion en disant que moi, au total, maintenant, on arrive donc en fin de démarche avec un vote, je l'espère, de l'ensemble du projet par le Conseil communautaire à l'automne. Et au total, moi, ça va nous donner à nous direction une vraie feuille de route qui est notre plan d'orientation et d'action qu'on utilise déjà aujourd'hui, qu'on a pu présenter à notre comité des partenaires et qui maintenant est notre assise. À chaque fois, donc, on a nos quatre orientations, 16 actions, on a 10 ans pour les mettre en place. Demain, on a un bureau spécial, un bureau communautaire dédié aux mobilités et on va afficher nos 4 orientations et on va afficher les projets qu'on présente dans le cadre de ces 4 orientations, dans le cadre de ce plan d'orientation et d'action. Et quelque part, pour nous, le travail, il est déjà en partie fait parce que les élus ont déjà eu connaissance de ce document, savent que c'est un document qui est partagé, qui a une légitimité. Et aujourd'hui, donc, on peut le dérouler et il ne fait pas l'objet d'une discussion sur les finalités, puisque les finalités sont celles qui ont été largement partagées lors de toute cette démarche et elles ont bénéficié de cette démarche. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les 10 minutes, mais je vais m'arrêter là. Merci Christine. On a un petit peu débordé, mais ce n'est pas grave puisque finalement, on n'a pas beaucoup de questions dans le chat. Donc, les 5 minutes restantes, on va un petit peu déborder et finir à 12h05 si les participants qui sont encore connectés restent un petit peu avec nous pour qu'on puisse traiter ces 2 questions. Ah, Géraud, on ne t'entend pas. Voilà, c'est mieux. Oui. Effectivement, il y avait 2 questions qui sont remontées. La première, c'est le sujet du partage de la voirie. Est-ce que la suppression du stationnement dans la rue se confronte à un blocage politique? Ça, c'est effectivement une évidence. Systématiquement, on peut avoir ces problèmes-là. Alors, on peut avoir certains cas où les élus
ça ne sera pas leur problème, mais tôt ou tard, ça le deviendra parce que ça va faire crier les voisins, les riverains. De là à dire que c'est un blocage, ben, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'aborder cette question-là dans un contexte plus global, et notamment d'intégrer au projet urbain, au projet de quartier, au projet de centralité, ben, ça permet quand même de donner des arguments supplémentaires et de prendre un recul suffisant pour aborder ce sujet-là de façon plus volontaire en matière. Mais oui, c'est toujours un sujet qui est politiquement extrêmement sensible. Un autre sujet qui a été soulevé, c'est par rapport à ce que disait Christine sur les problématiques de temporalité et de diagnostic. En fait, c'est même pire que ce que disait Christine, parce que le projet de plan de mobilité a été démarré en 2010 sur cette agglomération-là. Et puis ça a été entre les augmentations de périmètre, les changements divers et variés, le lancement du PLU, etc. On arrive à l'adopter en 2022. Donc évidemment, le diagnostic a été mis à jour, mais le diagnostic a été mis à jour en 2018, donc il y a 4 ans. Bon, donc on arrive effectivement en fin où on a envie de remettre à jour le diagnostic, mais est-ce bien utile de remettre à jour le diagnostic? Parce que finalement, le sujet principal, c'est comment on arrive à mettre en mouvement les élus dans le cadre d'une stratégie où on va articuler des projets de court terme, de moyen terme, de long terme. Dans les projets de court terme, en fait, il y a plein de choses qui se font pendant qu'on élabore le plan d'action. Tout le jeu est de permettre à ces actions de se déployer et d'accepter que ça, c'est très important parce qu'on le fait maintenant, mais on n'est pas obligé de l'écrire dans le plan d'action parce que de toute façon, l'action sera réalisée au moment où on adoptera le document d'urbanisme. Et donc, la difficulté, c'est de se projeter, peut-être pas tant sur une mise à jour de diagnostic, mais sur une stratégie qui démarre au moment où on a mis en place les actions à court terme. Typiquement, ça a été le cas sur Blois, où on a l'essentiel de la période du plan de mobilité, qui correspond en termes de refonte du réseau à un réseau qui est déjà en place aujourd'hui, qui a été renouvelé de mémoire en 2021 et qui est valable pour 8 ans. Donc on a finalement très peu d'actions très concrètes autour du réseau parce que ces actions-là, elles ont été faites pendant l'élaboration du POA. Et ça, c'est vraiment une problématique qui est encore renforcée, j'allais dire, par la cohérence entre l'urbanisme et le transport, c'est-à-dire par le fait qu'on ait intégré le plan de mobilité dans le PLUI, parce que typiquement le PLUI et l'élaboration du PLUI est encore plus longue que l'élaboration d'un plan de mobilité. Et donc ces problématiques-là, elles sont exacerbées dans ce contexte. Ça fait partie des règles du jeu, à vrai dire, et des difficultés de l'exercice. Quant à la première question de Mme Guillemette sur le nom de l'outil, je pense que vous faisiez référence à un outil dont j'ai parlé en début de présentation qui s'appelle The Arrogance of Space. Donc on a répondu dans l'onglet discussion en vous mettant le lien vers cet outil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Apparemment pas. On a une toute dernière question qui vient d'arriver, Géraud, de Jennifer Aubert, dans l'onglet questions-réponses. Merci à toutes deux pour vos interventions. J'ai bien entendu de la part de Christine 2 points complémentaires. Point fort égale prise de conscience des élus. Et les élus sont informés et conscients. Et donc, nous agents pouvons dérouler le programme. Entre autres, sous-entendu sans opposition, blocage des élus. Cela confirme mon expérience des collectivités où ce sont fréquemment les élus qui bloquent les décisions par méconnaissance du sujet et par peur d'impopularité. Question Christine, y a-t-il eu des choses particulières qui ont permis d'ouvrir les yeux aux élus et de les rendre conscients des enjeux? Alors, des choses particulières... Là, il y a comme... Alors, encore une fois, je n'ai pas été là sur toute la jeunesse du projet. Je pense que c'est aussi, comme le disait Géraud,
le fait qu'on revienne, parce qu'il y a toute cette difficulté d'appropriation des sujets, et les sujets mobilité peuvent être complexes, tout ce qui est en réseau d'ailleurs est complexe, tout comme d'ailleurs l'urbanisme en soi aussi, de par toutes les contraintes réglementaires est complexe. Et je pense que c'est le fait de toujours proposer et réaborder ces sujets, parce que c'est des étapes qui sont longues. On a le diagnostic, le PADD, les différentes règles, les débats qui se sont organisés par unité géographique. Je pense qu'au fur et à mesure, en fait, il y a une montée aussi en compétence des élus sur ces sujets, un intérêt qui se fait jour, une prise de conscience aussi des enjeux écologiques. Et ça, je pense que c'est petit à petit le fait d'amener toujours ces sujets sur la table, de les lier et de montrer justement ces interactions. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les enjeux d'arrêter d'imperméabiliser les sols, de préserver les espaces naturels, les terres agricoles, c'est vraiment quelque chose que les élus, même les élus ruraux, pour lesquels c'est compliqué, pour lesquels ça... Parce que les procédures dont tu as parlé, Géraud, qui consistent à... alors, c'est BMB, je ne sais jamais exactement comment on dit, mais qui consiste à vraiment densifier même les bourgs. C'est compliqué pour les élus d'accepter cela. Et bien, au fur et à mesure, vraiment, ça infuse et je pense qu'il y a une appropriation de ces thématiques qui se fait. Et donc, je le disais, demain, on présente Direction de mobilité plusieurs projets qui se situent, qui sont déjà en fait la réalisation du plan de mobilité, mais il n'a pas encore été voté. Mais ça paraît naturel parce qu'en fait, ce plan de mobilité, maintenant, on en parle à chaque fois, on resitue toujours nos actions dedans et ça nous donne vraiment cette assise pour agir. Et pour moi, en tant que Direction de mobilité, c'est vraiment confortable. Et peut-être en complément, c'est aussi le fait d'établir des documents structurants comme ça, la façon dont ça va être abordé et le niveau de participation, le temps qu'on accepte de mettre en participation et en co-construction avec les élus et les méthodes qu'on met en œuvre vont quand même être assez, à mon sens, prédominantes sur la capacité des élus à intégrer la complexité de tous ces problèmes-là. Typiquement, si on a des comités de pilotage ou des ateliers qui sont principalement constitués par une magnifique présentation de PowerPoint pendant 1h30 et est-ce que vous avez des remarques? Merci, au revoir. Ça aide pas trop à prendre conscience des choses. Par contre, quand on est réellement autour de la table et qu'on confronte ce qui est écrit, pourquoi vous avez écrit ça comme ça, pourquoi on n'écrit pas autrement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce qui est le moins important pour vous, avec des outils qui sont adaptés, ça aide à échanger sur la transversalité des choses, y compris des problématiques au sein de la mobilité. Parce que même au sein de la mobilité, on peut avoir tendance à travailler en silo, le transport, le stationnement, la circulation, les modes actifs, le covoiturage, les tiers-lieux, etc. Il faut essayer de concevoir tout ça globalement.